Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans Legacies. Nous sommes aujourd'hui avec une dame d'exception qui a plusieurs casquettes. En plus d'être chargée de communication, elle a sa propre marque de vêtements. Elle a une ONG qui se charge de promouvoir l'éducation des enfants. Nous sommes aujourd'hui avec Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour Viviane. Comment vas-tu? Ça va, moi je vais bien. Et toi? Je vais très bien. Nous sommes très contents de t'avoir aujourd'hui avec nous. Merci d'avoir pensé à moi. Merci pour l'invitation. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Déborah, tu as une marque de vêtements qui s'appelle Koura. Oui. Et c'est une marque éthique, une marque de vêtements et accessoires éthiques. Tu peux nous dire un peu ce que c'est qu'une marque éthique? Alors déjà, une marque de vêtements, globalement, c'est une identité commerciale en fait qu'on crée pour créer et valoriser un produit et le commercialiser. Et le format éthique en fait vient s'insérer dans notre environnement en fait qui est en mouvement où on parle beaucoup plus d'un mouvement écolo et tout qui contribue aussi à ne pas polluer notre environnement. Donc une marque éthique en fait c'est une marque qui s'inscrit dans la durabilité. C'est une marque aussi qui s'inscrit en fait dans l'écolo, la responsabilité et aussi même la prise en compte des conditions de travail. C'est-à-dire on n'est pas dans la production en masse, mais on est plutôt dans une production qui respecte un certain nombre de normes et qui peut être utilisée sur le long terme. Je t'entends parler et j'ai envie de commencer par m'habiller avec les vêtements de ta marque parce que c'est très intéressant. C'est très rare de tomber sur des marques africaines, déjà par une jeune dame comme toi. Et en plus, dire qu'il veut prendre en compte l'aspect éco-responsable dans la fabrication et la commercialisation de tous tes produits. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer une marque de ce genre? Alors, déjà, l'idée n'est pas venue tout de suite, hein. C'est vrai que j'avais déjà l'esprit entrepreneurial très jeune. J'ai commencé au lycée à vendre des crêpes. Et à l'université, je vendais des parfums, des vêtements, tout ce que je trouve, je vendais aux gens. C'est pas vrai. Oui, parce qu'il fallait bien essayer d'appuyer la maman sur qui reposaient toutes les charges. Donc très rapidement, je n'aimais pas l'inactivité ou être là à ne rien faire. Mais l'idée de Koura, en fait, est venue beaucoup plus dans le fait où j'aimais bien m'habiller, customiser un certain nombre de choses. Et voilà, avec l'encouragement de certains proches qui m'ont dit, mais tiens, tu peux bien en faire une activité commerciale. Et c'est comme ça que j'ai mûri l'idée. De l'idée à la concrétisation, il a fallu 5 ans. Wow. Mais c'est comme ça que Koura est né. Mais en voyant déjà ton habillement, je suis époustouflée. Regarde, tes boucles d'oreilles, ça démontre je suis africaine. Ça parle, c'est assez... Je suis panafricaine dans l'âme. Ça, c'est quelque chose vraiment que très tôt, en fait, c'était là. Et je me dis, en fait, que dans tout ce que je fais, il faut qu'on retrouve, en fait, cet attrait, cet aspect africain. D'où même le nom Koura, qui reflète même l'aspect africain. C'est un nom local, c'est un nom dans ma langue paternelle, en malinké, qui veut dire nouveau. Et dans ce que nous faisons, en fait, on valorise ce que l'Afrique a déjà à disposition. Par exemple, ce que je porte, c'est un textile de Guinée. C'est un pagne de Guinée qui est fabriqué à la main et on le teint avec de la cola. La cola qu'on connaît tous, qu'on croque et tout ça. Et après, voilà, il y a des motifs qui sont créés pour imprimer maintenant sur le tissu. Donc, c'est des gens qui ne sont même pas allés à l'école, qui ont appris de père en fils, etc., qui travaillent, qui font ces choses-là. Mais on ne s'assoit pas souvent pour penser à eux ou pour valoriser. Donc, au fur et à mesure, en fait, ce métier, en fait, est en train de perdre sa valeur. Mais Dieu merci, aujourd'hui, les choses, la tendance commence à changer. Oui, je vois même le col de ta robe, c'est un peu des motifs kenté. Et si je me trompe pas, le kenté je crois que tu as un côté Ghana. Designer dans l'âme, c'est exactement ça. L'idée est venue juste comme ça. Je pense que j'avais une activité, un événement auquel je devais assister. Oui. Et
je n'avais pas quoi me mettre. Et je me suis dit, bon, on va juste couper le col. J'ai un restant de pagne tissé qui avait servi pour faire un sac à main et tout. Et c'est comme ça que, voilà, je l'ai rajouté au col et ça fait un demi-boubou. J'aime beaucoup les pantalons, donc pour faire fluide et tout terrain. Voilà, et c'est comme ça que ce modèle est né. Et aujourd'hui, tu es CEO de ta propre compagnie et elle fonctionne bien. Et tes boucles d'oreilles aussi viennent de ta propre marque? Non, pas de ma propre marque, mais je l'ai acheté au Ghana et tout. Voilà, je suis un peu dans tout ce qui est valorisation. Il y a des choses que nous-mêmes on crée, il y a des choses aussi qu'on prend avec soit d'autres créateurs ou sur le marché local. Tu travailles avec quel genre d'artisans d'habitude? Je travaille avec des tisserands, je travaille avec des teinturiers, je travaille avec des cordonniers, je travaille même quelquefois avec des peintres aussi. C'est extraordinaire. Et des tisserands aussi, beaucoup plus les tisserands. Je vois. C'est vrai, c'est parce que ce modèle d'art, ce n'est pas je ne pense pas qu'on ait encore beaucoup de tisserands de nos jours. La société dans laquelle on vit actuellement, l'industrialisation a fait que certains métiers comme les tisserands ne sont plus très valorisés. Donc c'est très bien de voir que toi tu continues pas à travailler avec ces gens d'artisans et ça continue pas à leur donner, bien sûr, leur permet de subvenir à leurs besoins et pas seulement eux, mais en même temps leur famille. Donc d'où l'aspect éco-responsable et qui prend en considération leurs conditions de vie et leurs conditions de travail également. C'est ça. C'est un aspect très important pour nous au niveau de Koura, où on pense en fait à nos tisserands. C'est vrai, ce n'est plus très valorisé parce que, pas forcément à cause de l'industrialisation, parce qu'on n'est pas encore arrivé au niveau de... Je prends l'exemple juste des pays de la zone ouest africaine. On y travaille. Le Burkina est en train de se démarquer. Au niveau du Ghana aussi, pareil. Mais quand on prend, par exemple, au Sénégal, on n'a pas beaucoup de tisserands. C'est plutôt les tisserands de la Guinée-Bissau qui viennent s'installer par là et qui arrivent, parce que eux ils ne connaissent que ça, qui arrivent en fait à vivre en fait de leur art. Mais si on ne fait que tisser et qu'on le fait, par exemple, avant c'était connu pour faire des vêtements ou pour juste mettre le bébé au dos, c'est-à-dire les pagnes de baptême et tout, mais parvenir à le valoriser, il y a 5 ans, voire 5-10 ans, ce n'était pas vraiment valorisé. Trouver en fait ceux qui valorisaient ce textile. Je vais donner l'exemple de Ardoso, une styliste sénégalaise, qui est vraiment une aînée dans le milieu, qui a très tôt compris en fait l'enjeu et a pris l'initiative à bras le corps. Mais à un moment donné, vu qu'elle déjà elle prenait de l'âge et je pense qu'elle a dû s'orienter sur d'autres choses. Mais pour la jeune génération, c'est maintenant. Moi, je pourrais dire que quand je l'ai commencé et que j'ai fait un benchmarking du marché au niveau du Sénégal, il y avait personne qui le faisait. Ah oui? Et j'ai été agréablement surpris que 1 an, 2 ans plus tard, je voyais des marques se créer de part et d'autre et travailler le pagne tissé. J'ai dit, bon, tant que ça inspire, c'est une bonne chose. Je crois que c'est une passion que tu as tout simplement développée pour en faire un business aujourd'hui. Est-ce que tu dirais que ça marche vraiment, le fait d'avoir créé une marque, est-ce que ça fait vivre sa personne? Créer une marque fait vivre son homme, mais en Afrique, ce n'est pas bon. Je prendrais pour moi, ici au niveau du Sénégal, ce n'est pas très évident. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de défis auxquels on est confronté. Il y a la possibilité de vivre pleinement de son art, mais ça demande aussi un certain nombre de professionnalisme, un certain nombre de financement, c'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment les moyens qu'il faut pour asseoir en fait toute une stratégie autour de ça et se déployer en fait à différents domaines ou sur différentes plateformes pour pouvoir vendre au maximum. Pour ma part, je ne suis pas encore à 100%, je ne peux pas dire que je vis pleinement en fait de cette activité, mais oui, quand je produis les collections, par la grâce de Dieu, ça arrive à se vendre. Merci beaucoup, Henriette, de nous avoir instruit sur comment créer une marque et surtout comment faire en sorte de pouvoir vivre de cette activité, que ce soit au Sénégal ou encore en Afrique. Donc, restez avec nous. Nous revenons dans quelques instants et nous sommes toujours dans Legacies.
sommes de retour dans Legacies et si vous venez de nous prendre au vol, nous sommes avec Déborah. Donc, Déborah, en plus d'avoir créé ta marque de vêtements, tu as également une ONG qui se focalise principalement sur la promotion de l'éducation des enfants. Pourquoi une ONG qui se concentre sur l'éducation des enfants alors qu'il y a déjà plusieurs projets, plusieurs organisations, les Nations Unies qui travaillent, ou bien même les organisations gouvernementales qui travaillent pour faire en sorte que les enfants puissent avoir la meilleure éducation possible? Je crois que c'est un héritage que ma grand-mère m'a transmis. Elle est issue de familles Peul. Okay. Et à l'époque, dans les familles Peul, on ne scolarisait pas les filles. Okay. Et elle fait partie d'une fratrie de près d'une dizaine de frères et sœurs. Et elle est l'aînée, dont elle est l'aînée, et c'est elle qui allait à l'école. Les autres ne sont jamais allés à l'école. Et parce qu'on l'avait délocalisée et qu'elle a vécu avec une de ses tantes qui lui a permis en fait d'aller à l'école. Qui comprenait l'importance. Voilà, qui comprenait l'importance parce que son mari était instituteur et tout. On parle des années 50-60 par là et tout. Et donc, elle part à l'école et je l'ai vue en grandissant, en fait, se battre pour l'éducation des jeunes filles. C'est-à-dire ses neveux, ses nièces, même si on recevait des aides ménagères qui venaient avec leurs enfants, elle s'assurait que les enfants allaient à l'école. Pour elle, personne ne reste chez elle sans à la maison. Personne ne reste à la maison. Tout le monde doit aller à l'école. Je vois. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a beaucoup inspirée. Je l'ai vue après, elle était enseignante, devenir directrice d'école. Elle a travaillé à l'UNESCO, au ministère de l'Éducation. Donc, en grandissant, je pense que c'est quelque chose qui est venu très naturellement. Un jour, à mon heure de pause, je suis remontée au marché de Castor. Oui. Et il y avait une petite qui s'était égarée et j'ai pris sa main, fait le tour du marché, recherché sa maman, l'a retrouvée. La petite avait 2 ans. Et j'étais choquée que la maman, en fait, laisse la petite. L'enfant est magnifique. C'est le genre que tu as envie de voler, en fait, tout de suite. Et tout. Tu l'as pas volé? J'ai dit à la maman, mais si tu laisses ton enfant comme ça, on risque de te l'enlever. Et il y avait plein d'autres petites filles comme ça que je voyais. Et j'ai commencé à prendre l'habitude d'aller à mon heure de pause, m'arrêter pour juste observer. Mais ce qui m'a le plus dérangée, c'était genre les porteurs, les hommes qui étaient là, qui littéralement tripotaient les petites et tout. Je me suis dit, il doit y avoir beaucoup de choses qui doivent se passer ici. Si ces filles, ou ces filles, parce qu'au début, l'idée, c'était les jeunes filles, si elles allaient à l'école, alors elles n'allaient pas se retrouver, en fait, sur le marché comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à approcher les parents, les parents qui étaient au marché Castor, pour demander est-ce que les enfants allaient à l'école. Et pour ceux qui n'allaient pas à l'école, j'ai commencé à les recommander, les conseiller, les encourager en fait à mettre les enfants à l'école. Donc, je pense que l'année qui a suivi, j'ai fait une collecte, une levée de fonds. Ah oui. Et dans cette levée de fonds, j'ai fait en fait l'achat de fournitures scolaires. Et vu que j'avais déjà recensé pas mal de parents dont les enfants n'allaient pas à l'école. Donc, c'était ceux du marché ou les femmes qui vendent de l'arachide en bordure de route et il y a les enfants qui tournent toujours autour. Donc, j'avais créé en fait un fichier où j'ai fait un mini recensement comme ça et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à en parler sur mes réseaux sociaux de bouche à oreille avec quelques collaborateurs, quelques livreurs. Donc, on m'appelait, on dit « Hey, il y a une famille à Cœur-Massar ici, les enfants traînent ici. » là. Il faut venir les emmener à l'école. Donc, c'est comme ça en fait que l'initiative en fait est née. Donc, je peux dire que c'est quelque chose qui m'a été transmis par ma grand-mère et j'ai vu aussi ma mère s'occuper de ce genre de choses, scolariser les enfants ou rentrer dans des maisons, des familles qui sont vraiment mal en point, apporter son soutien ou aller dans des camps de réfugiés qu'on faisait ensemble tous les samedis, on faisait à manger ou on partait leur apporter et tout, passer la journée avec eux. Donc, je pense que c'est venu tout naturellement. Le fait d'avoir vu le besoin, je me suis dit comment est-ce que je peux contribuer, je peux aider. Et c'est comme ça en fait que l'idée de créer Guisen Solidarité en fait est née.
Mais ce n'est pas évident parce que moi, je vais au marché, je vois les enfants aussi et ça m'est jamais venu à l'idée de dire, OK, peut-être qu'il faut penser à les recenser et à les emmener à l'école. Mais c'est beaucoup plus plutôt aller vers peut-être des institutions ou des églises pour dire, OK, si vous avez des enfants démunis, on veut trouver un moyen de pouvoir vous aider à scolariser ces enfants-là. Donc, c'est pas tous les jeunes qui pensent comme toi. Donc, il faut qu'on ait plus de Déborah dans la société. Donc, en tout cas, c'est extraordinaire de voir tout ce travail que tu fais. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi tes activités à date? Ça fait combien de temps que l'ONG existe? On a réussi à mettre en place, en fait, Guisen Solidarité. Au début, c'était juste des petites activités, des petites actions et tout pour mettre les enfants à l'école, les inscrire dans les différents SEM selon les quartiers où ils se retrouvent, mettre à disposition les fournitures de base, payer les inscriptions. Maintenant, ça, je pense que l'initiative a commencé il y a environ, ça va bientôt faire 3 ans, je dirais. Ça va bientôt faire 3 ans, donc au moins une fois l'année, au niveau de la rentrée scolaire, on crée une campagne SOS rentrée scolaire. Donc, pour moi, l'initiative de base, c'était ça. Inscrire les enfants non inscrits à l'école. Et aussi mettre à disposition les fournitures de base, accompagner les parents, c'est-à-dire au travers des conseils et tout, et les encourager à maintenir en fait les enfants à l'école et faire un suivi à la fin de l'année pour savoir comment est-ce que les enfants s'en sortent et tout. Et l'autre activité aussi, déjà sensibilisation des parents sur les enjeux de l'éducation. Il y a aussi les encourager, c'est-à-dire à étendre leur activité. C'est-à-dire si elles vendaient juste de l'arachide sur son tablier, c'est qu'il y a la saison de l'arachide. À un moment donné, il n'y a plus d'arachide. Tu ne vas pas retourner chez toi à ne rien faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Ça peut être vendre de la bouillie tôt le matin. Ça peut être, il y a d'autres activités alternatives. D'autres activités alternatives, en fait, pour les amener, en fait, à voir grand et tout. Et les montrer, en fait, que leurs enfants sont l'avenir, en fait, de l'Afrique, l'avenir de la Guinée, en particulier, vu que c'est une bonne partie des familles qu'on approche, c'est les familles guinéennes et tout. Une petite contribution, en fait, au pays. Et l'autre activité, en fait, c'est aussi de créer des petites activités telles que le reboisement. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on fait avec les enfants et dans les écoles, en fait, qui nous accompagnent. Les différentes écoles publiques et tout. Aller aussi dans ces écoles-là. Maintenant, la perspective, c'est de collaborer avec ces écoles maintenant pour les appuyer aussi. Parce que il y a eu pas mal de choses qui n'étaient pas remplies, telles que des enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance. Mais ces directeurs d'école ont accepté quand même de prendre ces enfants-là. Donc maintenant, la vision, c'est de voir comment aussi appuyer ces écoles-là, identifier leurs besoins et tout, et voir comment les aider. Ça peut être la rénovation d'une salle de classe ou voir comment rénover des tables bancs, ou en tout cas toute contribution au niveau des écoles qui peut encourager aussi et les enseignants et la direction en fait à faire leur travail. Parce qu'en Afrique, on aime beaucoup reposer sur l'État. Je pense que si on devait les attendre, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, vraiment. Du tout. Je pense que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, peut contribuer à sa façon. Et la manière de contribuer au niveau de Guisen Solidarité, c'est déjà... J'ai des collègues qui m'accompagnent souvent quand on va sur le terrain ou quand on réunit les familles ou quand on fait les distributions des dons. Donc, on a besoin de bénévoles. Si tu sens que, voilà, tu as le cœur sur la main, tu te dis, voilà, je veux juste participer à une activité de reboisement, je veux faire quelque chose. Ça peut être pour le recensement et d'autres choses, pour l'enrôlement des familles. Voilà, on est ouvert. Je pense que c'est déjà fait. Et si financièrement, par exemple, pour les enfants, la campagne SOS rentrée scolaire, c'était 10 000 francs par enfant. Je vois. C'est-à-dire, c'est pas grand-chose, on essaie de compléter à les volontaires à partir de 10 000 francs. C'est-à-dire, avec 10 000 francs, tu réussis à mettre un enfant à l'école. C'est-à-dire, on l'inscrit au niveau du SEM. Mais bien sûr, c'est en ayant signé des partenariats aussi avec ces écoles-là.
Parce que tu On es n'a en pas partenariat avec ces écoles. officiellement signé de partenariat avec eux, mais c'est des choses en fait qu'on cherche à formaliser. On travaille là-dessus et tout pour pouvoir vraiment professionnaliser la chose, de sorte aussi à impacter les autres pays. C'est-à-dire si aujourd'hui la communauté togolaise qui vit au Sénégal se dit que ok, on veut s'inspirer et faire la même chose. Dans On peut notre collaborer ensemble, Je c'est-à-dire qu'ils voient, qu'ils identifient des familles. Chacun peut contribuer dans sa communauté ou même dans son environnement. Et je pense que ça peut faire toute la différence parce que le développement de l'Afrique euh, repose en fait sur ces enfants-là qui sont l'avenir de l'Afrique. Maintenant, je comprends vraiment quand tu dis que tu es panafricaniste là. Sincèrement, parce que de A à Z, que ce soit ta marque ou encore ton ONG, tout porte à croire que tu crois vraiment en l'Afrique. Oui. Et porter ce fardeau n'est pas facile. Je sais que c'est beaucoup d'activités et à côté de toutes ces choses-là, tu as également ton travail. Tu as également une carrière professionnelle, tu es chargé de communication, tu travailles pour une ONG. Et toutes ces choses-là, toutes ces arcs que tu as, toutes ces activités, ça doit te demander beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir gérer tout ça? Ça demande en fait un certain nombre de disciplines, d'organisation et tout. Et ce n'est pas chose aisée. Il faut savoir prioriser. En fait, c'est par saison. Je n'essaie pas de tout faire en même temps. C'est-à-dire, il y a des saisons où je sais que voilà, mon travail me demande beaucoup plus d'attention. Sur cette saison-là, je mise vraiment dessus, mais tout en consacrant ne serait-ce que 1 heure à 2 heures de temps pour les autres activités connexes. Et par exemple, pour l'ONG, c'est aussi, comme je l'ai dit, c'est par saison. Par exemple, c'est pendant la période des vacances, ça va me demander beaucoup plus de temps, d'attention pour lancer la campagne et préparer la rentrée scolaire des enfants. Après, j'ai l'autre aspect de ma vie qui est ma vie spirituelle et communautaire. Ça, c'est quelque chose qui prime, sur lequel Donc, je en mets ça en plus priorité. du travail aussi, il y a aussi tes activités dans la communauté chrétienne et tout ça. Oui. Ah, ça fait vraiment beaucoup. Maintenant, je me demande vraiment si tu dors. Oui, j'arrive à dormir. C'est juste en fait prioriser. Par exemple, je sais que le spirituel prime sur le naturel. Ce que je veux voir en fait dans le physique, il faut que je me prépare d'abord spirituellement. Exactement. Donc, quand j'arrive en fait à avoir en fait cette intimité, ce temps et tout, les autres choses deviennent un peu plus fluides. À des moments, il y a des saisons, il y a des petites frustrations ou peut-être par rapport à la gestion du temps, tu sens que voilà, tu priorises une activité plus qu'une autre. C'est juste une réorganisation des priorités et selon les saisons. Excellent, excellent. Nous tenons vers la fin de ce moment que nous avons passé ensemble, mais pour une jeune fille ou bien une jeune dame qui voudrait faire comme toi. Alors, ce que je dirais à une jeune fille ou à une jeune dame, c'est de ne pas faire ce que tout le monde fait ou de ne pas suivre en fait l'effet de mode. Ce n'est pas parce que telle personne fait ça ou que moi, Déborah, je suis dans la mode que tu vas te dire que ok, j'ai trouvé l'idée ou j'ai l'argent, je me lance dans la mode. Il faut suivre ta passion. Il faut suivre ce que tu aimes, mais tout en étant raisonnable. Parce que suivre sa passion va demander un certain nombre de disciplines, un certain nombre de professionnalisme et tout. Tu identifies ce que tu aimes faire. Et à partir de là, tu crées en fait autour de ta passion un revenu, une activité. Et dans ton activité, c'est de pouvoir en fait t'entourer déjà des bonnes personnes, c'est-à-dire te faire accompagner. Ce n'est pas parce que c'est ta passion que tu maîtrises en fait tous les allants et les venants. Donc il faut s'informer, il faut s'entourer de différentes personnes et il faut être curieux. Curieux, la curiosité va t'amener à la recherche de l'information, à la recherche même de la motivation, même si la motivation en fait elle fluctifie en fait. C'est-à-dire, ça monte, ça descend. Si tu suis aussi ta motivation, quand tu n'es pas content, tu vas pas le faire. Quand tu es content, tu le fais. Et la dernière chose que je pourrais ajouter, c'est que derrière toute activité ou tout business, il faut d'abord penser en fait à quel problème est-ce que tu viens apporter une solution. Et lorsque tu apportes la solution, les gens vont acheter cette solution-là. Et au-delà de cette solution que tu proposes, quel est l'impact en fait que tu laisses en fait pour
ta génération, pour ton environnement. Je me dis, lorsque je ne serai plus là, j'ai envie que les gens se rappellent de moi quand ils entendent éducation, que mon nom figure dans les livres et qu'on dise que elle a milité pour l'éducation des enfants. Je veux qu'on retienne que oui, cette dame, elle a contribué pour la valorisation du savoir-faire africain, du textile, de l'artisanat africain. Donc, c'est de se dire que dans tout ce que je fais, quel est en fait cet héritage que je laisse après moi, que les autres aussi peuvent suivre ces empreintes-là et faire mieux que ce qu'on fait. Merci encore beaucoup, Henriette, et on se dira à la prochaine. Merci beaucoup. Même si je n'ai pas cité This is the Legacy. It doesn't matter. So, merci beaucoup encore à tous pour ce moment qu'on a passé ensemble. C'était passionnant. Nous avons passé un moment avec Déborah qui nous expliquait un peu comment elle fait pour gérer toutes ses activités, comment elle fait d'où lui est venue l'idée de créer une marque de vêtements éco-responsable ou bien une marque de vêtements éthique, qu'est-ce qui l'a motivée à créer une ONG pour promouvoir l'éducation des enfants. Et pour clôturer, elle veut plus et encore continuer par impacter sa génération. Donc, si vous ne connaissez pas Déborah, cherchez-la sur les réseaux sociaux et continuez par suivre notre podcast Legacies. Nous avons encore d'autres surprises pour vous. Merci et à la prochaine. Audio Jungle.